Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Transfo et agilité, la mue de BPI France. Arnaud Codou, Deputy CEO, et Mathieu Elouin, CDO chez BPI France. Et là, on a eu avec Mathieu l'idée de dire on va faire une plateforme avec notre plateforme tech à nous, qui sera ouverte à toutes les banques d'un côté, à toutes les entreprises de l'autre, et sur lequel on donnera un token aux clients qui sera vérifié par la banque et qui fera en sorte que d'abord on verra arriver les dossiers très tôt, on pourra valider leur bonne éligibilité, qui était quand même un sujet parce qu'il fallait sécuriser instantanément tous les réseaux bancaires, donc il y a à peu près 40 000 chargés d'affaires potentiellement pouvaient distribuer des PGE, et il fallait qu'ils maîtrisent tous ce qui étaient les critères qui étaient malgré tout définis par Bruxelles le plus simplement possible. On aime bien les challenges, donc avec Arnaud on aime bien ça quand même, régulièrement. C'est quand même la marque de fabrique depuis 5 ans. Celui-là il était super balèze, mais du coup très très excitant. Devenue en 18 mois la première fintech de crédit en ligne pour les TPE en Europe, BPI France opère depuis quelques années maintenant une transformation pour accompagner les entreprises françaises de manière optimisée et efficace. Arnaud nous dresse une image détaillée de cette banque qui compte à ce jour 3500 collaborateurs répartis un peu partout en France et dans ses antennes internationales. Nous décryptons spécifiquement le déploiement du prêt garanti par l'État en France au début de la crise Covid et les coulisses de cette solution qui a dû être développée en un temps record. Mathieu nous explique comment ils s'y sont pris concrètement et particulièrement la collaboration avec des prestataires comme Sipios, permettant d'offrir une solution sécurisée, accessible pour les entreprises, la BPI et les banques. Nous passons avec Arnaud les éléments de risque et les tests qui ont été mis en œuvre pour contrer les cyberattaques et autres fraudes. Nous évoquons d'autres plateformes déployées, intégrant par exemple des solutions de scale-up telles que October et United. Sans langue de bois, nous comprenons la vision de cet acteur incontournable de l'innovation en France, mais aussi les freins et les enjeux à garder en tête. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud, merci de m'accueillir chez BPI. Bonjour Solène, bienvenue. Bonjour Solène, bienvenue à toi. Alors, on va parler de BPI et d'innovation, mais est-ce que je pourrais s'il vous plaît vous demander de vous présenter l'un et l'autre ? Alors Mathieu Elouin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Écoute, moi j'ai rejoint BPI France en 2017. Ouais. Je m'occupe de la transformation digitale du groupe, de ces 7 métiers. Et de toute l'activité autour du canal digital, donc notamment toutes les plateformes digitales front, la banque en ligne, les plateformes digitales de crédit. Et tu as été entrepreneur avant ? Et avant, j'étais entrepreneur, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'étais client de BPI France et de l'Oseo avant BPI France. Ok. Donc effectivement, ça m'a pas mal servi pour driver un peu cette transfo digitale BPI France. D'accord. Arnaud ? Porter la voix du client. Moi, Arnaud, je suis directeur général adjoint de BPI France. Je m'occupe des finances, des risques, de la DSI, donc de l'IT, de la tech, du digital et d'une ligne de métier qui est la garantie par laquelle j'étais rentré, moi, à l'époque d'Oseo. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Parfait. Et avant, tu avais travaillé dans des établissements financiers traditionnels ? Avant, j'étais consultant dans des consultants américains traditionnels. D'accord, parfait. Alors justement, Arnaud, on va commencer par toi. On a une audience qui n'est pas que française et je pense que même au sein de l'audience française, tout le monde n'a pas forcément une vue globale de la BPI parce qu'il y a énormément de choses dans la BPI. Est-ce que tu pourrais brièvement nous faire un petit focus sur BPI France, nous expliquer un petit peu les activités que vous avez en financement, private equity et voilà, nous donner un aperçu de la BPI. Ah, bien sûr, écoute, on est une banque. C'est important avant tout, régulé par la BCE, c'est une société anonyme, donc on fonctionne vraiment comme n'importe quelle banque, avec les mêmes contraintes, le même terrain de jeu. Simplement, on est public, donc on est détenu par l'État à la Caisse des dépôts. On a un bilan qui fait à peu près 100 milliards d'euros aujourd'hui, qui va passer la barre des 100 milliards d'euros cette année. On a principalement des activités de crédit et de financement bancaire et des activités d'investissement en fonds propres. Côté crédit, on finance à peu près 8 à 9 milliards d'euros, disons, de crédit moyen long terme par an. On a un encours de 45 milliards. On finance à peu près 10 000 entreprises par an. Sur les 8 milliards, on fait 1,5 milliard à 2 milliards de transition énergétique. Donc ça devient de plus en plus important.
Ça l'a toujours été parce que, en fait, on est la banque des PME et toutes les boîtes de la transition énergétique ont été des PME, y compris les développeurs d'énergie renouvelable. Donc c'est un axe très fort pour nous depuis très longtemps et qu'on renforce beaucoup en ce moment, évidemment, comme tout le monde. Voilà, donc 45 milliards de crédits. On garantit les crédits bancaires plutôt aux TPE. On a 15 milliards d'encours de risques pris au système bancaire français quand il finance essentiellement la création et la transmission d'entreprises. On fait des aides à l'innovation pour le compte de l'État. Aujourd'hui, et ça a beaucoup grossi depuis la crise du Covid, on octroie à peu près 5 milliards d'euros d'aide par an, soit sur notre bilan, soit pour le compte de l'État, aux entreprises françaises, pas qu'aux startups, aussi aux grands groupes, aussi aux PME pour qu'elles continuent à innover plus. Ça, c'est la partie bancaire. Ensuite, on a la partie investissement. C'est assez facile. On a 45 milliards de crédits, on a 45 milliards d'actifs sous gestion côté fonds propres. On fait du fonds de fonds. On investit 1,5 milliard à peu près par an dans les fonds de private equity français. On a 5 milliards d'euros d'actifs aujourd'hui gérés par les fonds pour nous. On fait du venture. On investit à peu près 600 millions d'euros par an. Plutôt là où il y a un petit peu, à notre avis, des trous dans la raquette. En tout cas, là où il y en avait. Donc, on fait du large venture, on fait des gros tickets et on fait de l'amorçage. Nous, on fait des verticales un peu pointues. On fait beaucoup de biotech depuis très longtemps, par exemple. On fait du cap dev, depuis les tout petits, des tickets à 500 000, 1 million d'euros, jusqu'aux très gros. On est actionnaire d'Orange, on est actionnaire de ST Micro, de PSA, enfin de Stellantis maintenant, pardon, pas dire PSA, pas bien. Et tout ça, ça représente donc en actifs sur notre bilan à peu près 25 milliards d'euros et le reste est géré pour compte de tiers. D'accord. Et ça représente combien de personnes ? Et ça représente, bonne question, au total on est 3500, dont 1000 dans notre réseau. On est une banque de réseau, ce qui est une grosse différence avec la plupart des banques de développement entreprises ailleurs. Je savais pas ça. Donc c'était le but d'apprendre des choses. Donc on a 50 centres d'affaires partout en France, avec à peu près 1000 personnes dont le job est d'aller voir les entreprises. Donc ils ont tous une voiture et ils font tous beaucoup de kilomètres tous les ans. Pour aller voir les clients, pour aller faire du porte-à-porte de masse, comme on dit. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'intimité en fait, avec les entreprises françaises, donc à la fois d'avoir beaucoup de capteurs, de sentir très bien ce qui se passe. Et ça, c'est précieux, y compris pour l'État, pour orienter les politiques publiques. Et beaucoup d'influence aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de confiance des entrepreneurs, on les connaît bien. Et donc, on peut faire passer les messages, on peut développer des nouveaux métiers. Donc, j'ai parlé de l'investissement, j'ai parlé du financement de la garantie de l'innovation. À côté de ça, on a développé l'accompagnement, qui est un métier où on fait plutôt du conseil. Alors tout ce qu'on fait, on le fait avec le secteur privé. On ne fait rien tout seul. Principe numéro 1, on ne sait rien faire tout seul. Et quand tu dis quoi, c'est des partenariats ? Donc quand on finance, on cofinance. On ne fait jamais un deal de financement seul. Quand on garantit, on prend qu'une partie du risque. Quand on fait des aides à l'innovation, il faut qu'il y ait du financement. Quand on investit, il faut qu'il y ait des co-investisseurs. Quand on fait du fonds de fonds, on a une emprise en moyenne de 15% sur les fonds qu'on finance. Et quand on fait de l'accompagnement, en fait, on cadre des missions de conseil avec des consultants qu'on a choisis. Donc, on a un pool de consultants qui sont intéressés par le conseil aux PME et aux ETI qu'on anime. Et on fait, nous, les débuts, les fins de mission. C'est des missions qui font une dizaine de jours. Mais on ne fait pas les missions de conseil nous-mêmes, on choisit les consultants. Voilà. Et on gère des accélérateurs pour les patrons de PME, d'ETI. Aujourd'hui, on a à peu près en permanence 1000 entrepreneurs qui rentrent chaque année dans nos accélérateurs, qui sont des espèces de... Le meilleur proxy, c'est un exécutif MBA pour chef d'entreprise. Donc, il n'y a que des chefs d'entreprise. Et ils viennent pendant 2 ans, à raison de quelques jours par mois, se remettre encore plus en avant qu'ils ne l'étaient. On prend des gens qui sont déjà plutôt en déséquilibre avant et on les met encore plus en déséquilibre, ou ils se mettent eux-mêmes, d'ailleurs, en l'occurrence, plutôt encore plus en déséquilibre. Donc, c'est tout l'intérêt de la chose, quoi. Voilà. Et ça, on peut le faire parce que c'est des gens qu'on connaît, parce que c'est des gens qui nous font confiance depuis longtemps. C'est des gens auprès de qui on met notre argent aussi. Donc, ils savent qu'on est sérieux avec eux, quoi. Voilà l'essentiel de BPI. Et ça, c'est la France. Tu as beaucoup décrit la France, mais il y a aussi des antennes de la BPI un peu partout dans le monde. L'export, absolument. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais on a fait la France, il reste le reste. Et donc, effectivement, l'export, qui est le 4e gros bloc maintenant, on est l'agence publique française d'assurance export. Donc, tous les pays ont une agence d'assurance export qui va venir garantir les crédits bancaires sur les gros dossiers export. C'est assez stratégique dans le commerce international. C'est un métier qu'on fait pour le compte de l'État. C'est pas le bilan de la banque cette fois-ci. Donc on le met toujours un petit peu à part de ce point de vue. C'est un métier qui est français, paradoxalement. C'est-à-dire la plupart des gens sont là, ils voyagent beaucoup, mais ils sont là. On fait aussi du crédit export, d'ailleurs. On finance l'export des entreprises directement.
Et pour aider ça, en fait, les outils, ils sont assez bien calés, c'est à peu près les mêmes partout dans le monde. Donc ensuite, pour être compétitif, il faut être bon commerçant et avoir envie d'exporter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne beaucoup, de plus en plus, les chefs d'entreprise à l'export. Et pour ça, on a effectivement un tout petit réseau d'une dizaine de personnes dans une dizaine de hubs internationaux, peut-être 12 maintenant, qui nous aident en fait à organiser en permanence des missions ultra ciblées, ultra préparées, avec des chefs d'entreprise eux-mêmes ultra sélectionnés. On travaille évidemment beaucoup en partenariat avec Business France aussi. D'accord. Mais donc BPI France à l'international, c'est du crédit export, de l'assurance export et une dizaine de personnes ultra dédiées qui sont, elles, imbriquées dans l'écosystème local et qui vont leverager en bon français cet écosystème local pour nos clients. Top. Alors, dernière petite question pour finaliser cette picture, c'est la transformation. Toi qui es à la BPI depuis un certain nombre d'années, On va dire ça. qu'est-ce que tu dirais, quels sont les principaux éléments, qu'est-ce qui t'a marqué ces 10 dernières années, on va dire, en termes d'évolution sur le type de client tu as parlé du pilier de la tech, hein, vous comme investisseur privilégié sur un certain nombre de deals, que ce soit dans des fonds ou des startups. Qu'est-ce qui a le plus changé ces 10 dernières années au sein de la BPI, tu dirais ? En termes de business ou en termes d'opération ? D'abord, il se trouve que la BPI va avoir 10 ans à la fin de l'année. Et donc, si on se met vraiment exactement 10 ans en arrière, ce qui a le plus changé, c'est que ça n'existait pas D'accord. il y a 10 ans, qui en soi est frappant, parce que voilà, tout le monde a oublié que ça n'avait que 10 ans d'une certaine façon, même si 10 ans c'est long. Je pense qu'on s'est beaucoup diversifié. Ce qui est réellement nouveau, profondément nouveau, c'est l'accompagnement à l'export. C'est des choses qu'on faisait absolument pas il y a 10 ans. La taille aussi, et donc le poids institutionnel a beaucoup changé depuis qu'on a créé la BPI. C'était un des enjeux que d'avoir beaucoup plus de force de frappe financière. Donc la dynamique n'est pas du tout la même. Les clients, en revanche, sont les mêmes. C'est-à-dire que BPI France, on a assemblé des morceaux. Oseo, qui était une banque des PME, CDC Entreprises, qui était essentiellement un fonds de fonds, le FSI, qui faisait un tout petit peu de venture et beaucoup de cap dev. Tous ces gens-là parlaient aux mêmes clients. Et donc, un des intérêts du regroupement, au-delà des aspects financiers, au-delà du guichet unique qui était très important, c'était d'avoir une espèce de one-stop shop pour un guichet unique pour les entrepreneurs français. Et ça a très bien marché, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, on fait tout pour que ça marche bien au quotidien, pour que les gens se parlent chez nous, pour avoir, Mathieu, c'est un des ponts avec le digital d'ailleurs, pour avoir une vraie connaissance client unique, partagée, ce qui n'est pas facile dans les banques. C'est pas la culture de départ des banques de partager l'info entre lignes métiers, c'est souvent très cloisonné. Tout à fait. Donc une de nos valeurs à nous, c'est qu'on est 3500, on est ultra centré client, ultra drivé par nos missions. Les gens sont là pour financer les boîtes, pour les aider à se développer. Et je pense que ça, plus la technologie, on arrive à avoir quelque chose qui est quand même assez compact. On a parlé d'œuf à une époque, il faut que ça ait une tête d'œuf, pas un crâne d'œuf. Il n'y a pas d'image, mais ceux qui sont dans la salle verront de quoi je parle. Mais il faut que ça soit très compact et très lisse vu de l'extérieur. Voilà, donc on essaye de faire ça. Merci beaucoup Arnaud. Mathieu, toi qui as cette place de CDO, Chief Digital Officer, donc qui a quand même une mission super spécifique pour faire évoluer et passer la BPI encore à une étape supérieure. Est-ce que tu pourrais nous donner les gros axes de transformation de la BPI que vous avez en tête pour faire encore plus grandir cette banque ? Écoute, avec plaisir. Alors, tu sais, on a un mantra d'ailleurs qui a été inventé par Nicolas, qui est on veut transformer BPI France en fintech avec son réseau. Avec le réseau BPI France. Ça veut dire qu'on veut, le mantra, c'est finalement qui nous pose entre les banques et les fintechs. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est comme toutes les banques, on a un réseau et on est particulièrement fiers de notre réseau physique, ce que décrivait Arnaud. Et de l'autre côté, par contre, on jalouse les fintechs sur l'expérience digitale, sur leur agilité et sur leur tech. Et donc, on essaye de réunir les deux, en fait. C'est l'équation et ce qu'on essaye de construire avec Arnaud depuis maintenant quelques années. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment ça se traduit ? On a 7 grands axes de transfo. Ces 7 grands axes de transfo, ils commencent par le client. Donc, on veut, grâce au digital, avoir un client augmenté. Donc plus personnalisé, lui développer le self-care sur les interfaces digitales, mieux le connaître, etc. Et en symétrie totale, on a un deuxième axe qui est le collaborateur augmenté.
Donc on va exploiter aujourd'hui toutes les nouvelles sources de données, qu'elles soient issues des bilans, des flux bancaires, du comportement en ligne, etc., pour essayer de mieux le connaître et de mieux anticiper ses besoins, de mieux évaluer comment l'accompagner. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Et ça, au service du collaborateur, du chargé d'affaires, de la banque, du chargé d'affaires investissement, qui lui, comme ça, au quotidien, on va l'aider dans son deal flow, on va l'aider à simplifier son travail, à optimiser la gestion de son portefeuille client. Donc, deuxième axe, le collaborateur augmenté. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle la plateforme de service. C'est que la banque traditionnelle, elle ne distribuait que les produits qu'elle fabriquait. Aujourd'hui, on a finalement, nous, BPI France, on construit plein de produits avec nos partenaires et même on va en chercher chez les fintechs qui peuvent être intéressants et on va ainsi accompagner et rajouter des services sur notre canal digital pour mieux accompagner nos clients. Donc c'est un peu une petite révolution en termes d'intégration. Et évidemment, c'est des impacts sur la tech, des impacts sur la conformité, sur le juridique, etc. Donc cette notion de plateforme de service. Ensuite, tu as l'efficacité opérationnelle. C'est comment je perfore toutes les chaînes de process avec le digital, avec le client en haut, pour finalement, et là tu as notamment des instruments comme tout ce qui est jet des maths, les RPA, la data, qui vont nous permettre là-dedans d'aller totalement affiner, simplifier ces chaînes et avoir une qualité de process qui fait que le collaborateur perd moins de temps sur les tâches manuelles, sur des tâches à basse valeur ajoutée, il ne fait pas de ressaisie, etc. Donc on est vraiment en profondeur. Ensuite, tu as la culture client. C'est absolument essentiel parce que la banque traditionnelle, quand on a essayé de la camper, elle a une culture process-centrique. D'accord, elle est très tournée vers elle-même, vers son propre métier. Ouais. Et donc, on a essayé de retourner un peu la logique en disant, bon, on va essayer de penser client d'abord et puis on va tirer tout le reste. Donc, c'est un peu une petite révolution et de se dire, finalement, dès que je fais quelque chose, je réfléchis par rapport à mon client. Ce qui se couple d'ailleurs avec une culture aussi d'innovation, c'est-à-dire on va oser, parce que le digital, parce on a tout un gros programme d'open innovation que j'anime, et du coup avec mes équipes, on a travaillé avec une centaine de startups, une centaine de fintech, et on essaye de les intégrer dans notre parcours de transformation. Ce qui est aussi très nouveau, parce qu'au début, c'était des cultures très différentes. Ouais. Le sixième axe, que je dise pas de bêtises, c'est une organisation sans silo. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de projets totalement transverses. Oui, ça c'est utopique, non ? Tu penses pas ? Alors... Mais dans une banque, c'est très, très ambitieux. C'est très ambitieux. On essaie de le craquer, si tu veux, par le projet ou le produit. C'est-à-dire que finalement, par une dynamique tournée autour d'un objectif de produit, de développement de services, on va tirer l'ensemble des fonctions expertes et on a réussi à craquer un certain nombre de sujets. Oui, ça vient. Non, ça vient pas mal. Ça vient en fait historiquement par le réseau quand même. C'est-à-dire que cette idée qu'on ait un point d'entrée unique pour beaucoup de financement chez les entrepreneurs fait quand même que de manière un peu consubstantielle, on se doit en front au moins d'être déciloté. Et on a quand même toujours cherché à organiser ça. Et effectivement, au siège, historiquement, comme partout, ça s'était joyeusement recloisonné un petit peu dans tous les sens en permanence. Et on fait beaucoup d'efforts et en termes de lean management et en termes de technologie pour découper les silos au fil de l'eau. Mais en fait, on y arrive de plus en plus. Là, on est à peu près, on en parlait hier, on est à peu près au moment où les métiers commencent à accepter le principe de base qui est qu'il y a des socles technologiques communs et qu'ensuite, ils se greffent dessus. Il y avait un héritage, pardon, tu avais encore un axe, il y en a 7, hein, c'est ça, j'en ai compté. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Merci Solène. Je suis, carrément, je suis impressionné. Non, le 7e qui du coup, d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Arnaud, c'est la partie socle IT. Et donc là, évidemment, tout ça met énormément de pression sur le système d'information. Et donc, il y a toute une transformation IT sur les socles technologiques pour qu'on ait des infra agiles, pour qu'on ait des composants, une logique microservice et qu'on soit consommateur en fait de grands services de l'IT. Donc ça, c'est le sous-jacent super important. Donc gros investissements sur la tech pour réussir cette trajectoire.
Il y avait un héritage historiquement, donc quand il y a 10 ans, la BPI a été créée, parce que tu expliquais tout à l'heure que ça a été composé de différentes entités, différentes banques. Est-ce qu'il y avait un héritage? Comment ça s'est passé au niveau, juste 2 minutes, mais bancaire? Non, mais est-ce que parce que Ouais. moi qui viens qui travaille longtemps dans les banques, je sais à quel point c'est périlleux pour les banques de transformer leur système d'information et tout le core banking system. Dans le cas de BPI, comme c'est assez récent, 10 ans, est-ce que vous êtes parti il y a 10 ans d'un socle infrastructure que vous avez développé en interne, ou est-ce que vous avez dû hériter du passé des autres entités fusionnées? Non, malheureusement, il faut jamais renier son héritage, mais on a bien hérité. D'accord. Écoutez, on va pas parler de l'héritage. C'était richement doté, on va dire. Parfait. Écoute, c'est très intéressant. Alors, j'ai pas envie de revenir sur les freins possibles, parce que j'imagine que ce sont des freins qu'on va retrouver quand même, comme dans d'autres grands groupes bancaires. Tu dirais que les challenges pour se positionner pour les 10 prochaines années à venir, c'est lesquels ? Alors, nous, on a un énorme enjeu là sur lequel on s'inscrit, qui est une réinternalisation tech assez massive, Ouais. parce que le modèle était très externalisé déjà. Donc, ça, c'est un truc extrêmement important. C'est-à-dire que vous faisiez appel à des prestataires Voilà. tiers, d'intégration, des intégrateurs, etc. Absolument. D'accord. Et finalement, à un moment, tu n'arrives pas à une vision cohérente, et puis tu perds un peu ta capacité toi-même de développer tes socles. Donc, on développe nos socles, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça, c'est extrêmement structurant. De l'autre côté, alors je suis désolé, ça va pas être... je vais pas... alors, je peux te citer la crypto-monnaie, les blockchains, etc. Tout ça, évidemment, on a des grandes tendances de fond qui nous portent, et on est totalement dessus. Maintenant, moi, dans mon rôle, j'ai aussi un souci de l'exécution et de créer de la valeur. Et donc là-dessus, pour moi, ce qui est super important, c'est que la maison finisse totalement par capter que le canal digital, c'est un canal de distribution, et qu'un canal de distribution, ce n'est pas... tu dois du coup repenser beaucoup de choses pour que le canal de distribution que tu utilises est efficace. Ouais. Donc ça, c'est un truc... c'est assez mainstream, mais c'est très profond. Et nous, ça va sur le produit, ça va, donc quand j'ai dit dans le design de produit, ça va sur les processus, ça va côté réglementaire, côté juridique, etc. Comment on s'assure qu'on a une expérience client qui, sur ce canal-là, est absolument optimisée, parce que finalement, tu n'es pas caché par un réseau. Quand tu distribues un produit par un réseau, en fait, le réseau masque toute la complexité, parce qu'il a une relation de proximité, parce que c'est lui qui va se débrouiller, qui va absolument se défoncer sur du multisystème, etc. Ce que ne voit pas forcément le client. Et du coup, le client, il va avoir une expérience de qualité, il va se dire c'est génial, et il a raison, j'ai un super chargé d'affaires, j'ai une super équipe, etc. Sur le digital, le truc, il est tout de suite, tout est exposé, quoi. Ouais, donc clair. Ça frotte tout de suite, t'as personne pour masquer. Et en fait, du coup, si tu réfléchis pas à ton produit, si tu réfléchis pas à ton expérience par le parcours totalement, et que tu réfléchis pas à ton impact, toutes les fonctions, y compris les régaliennes, elles ont une incidence là-dessus. Donc il faut toutes les emmener. Et je pense qu'on a encore du chemin là-dessus à réaliser, si tu veux. Bon, après, on rentre dans une trajectoire très ouverte d'interconnexion entre des différents systèmes d'information. Tu vois, la data est absolument au cœur là-dedans, dans notre transformation aussi. C'est le troisième axe très très fort dans le delivery. C'est-à-dire que comment je récupère des sources de données externes, des nouvelles données sur mes clients, de ces factures, de ces flux bancaires, etc. Parce qu'elle va drainer tout ce que je vais pouvoir développer en nouveaux produits, en accompagnement. J'ai besoin de cette data, j'ai besoin de simplifier l'expérience, parce que je prépeuple la data qui est, elle, de qualité sur mon client. Et donc ça, c'est des enjeux, c'est du marathon, C'est du trail, je dirais. C'est du trail. Il y a un petit peu de dénivelé. L'ultra trail. Je suis fan de trail, juste pour info. J'aime bien aussi. Super. Écoute, c'est très intéressant. Merci pour cette big picture. Quand on s'est parlé la dernière fois, je vous expliquais que ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle de use case concret pour donner aux auditeurs vraiment de la transparence sur la façon dont ça se met un petit peu en place en interne. J'aimerais, Arnaud, juste qu'en guise d'introduction sur ces cas d'usage, tu reviennes sur
ce PGE, le prêt garanti par l'État qui a été lancé au tout début de la crise Covid. C'était une action éclair. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel c'est arrivé et l'urgence de la situation ? Tu nous remettes un petit peu dans l'état d'esprit de l'époque ? Dans le triste état d'esprit de l'époque. Ouais. Écoute, c'est effectivement un sujet qui a émergé un petit peu partout en Europe en même temps, qui était que fermeture administrative, si on peut dire, ou sanitaire, peu importe, de l'économie, très brutale, très inattendue, à tort ou à raison, mais enfin de facto très inattendue. Et donc, effet de chute libre, finalement, sur tout le monde. Donc, partout en Europe, les gens, et pas qu'en Europe, les États se sont dit il faut qu'on garantisse des prêts massivement, vraiment massivement aux entreprises pour les aider en fait à faire ce que Nicolas chez nous a appelé un point aérien de cash en attendant que ça rouvre, quoi. Et donc on a été appelé par l'État très vite, qui nous a dit là ça peut pas être. Donc nous on avait déjà mis en fait quand on a vu arriver le confinement, donc fin février début mars, à travers nos clients, on a vu que ça partait en vrille et on avait redéployé un certain nombre de produits qui avait vocation à injecter du cash dans les entreprises qu'on avait déjà déployés dans les différents moments durs précédents. Et là... Donc au travers des agences, directement. À travers de nos agences, avec des produits de financement sans sûreté, de cash, très garantis sur nos fonds de garantie à nous, mais à notre échelle. Et là, on a eu un coup de fil de l'État, grosso modo, le 17 ou le 18 mars, nous disant, là, c'est bien ce que vous avez fait, mais il va falloir rajouter un 0 ou 2. Et donc, c'est pas vous, c'est nous en direct. Et quand on t'appelle pour te dire ça, c'est parce que c'est une situation quand même assez urgente. Est-ce qu'ils vous donnent des délais ? Alors, ils nous ont appelés, nous, et ils ont appelé, et c'est ça qu'ils ont très bien fait, il faut leur rendre hommage pour ça, ils ont appelé toutes les banques, et on se parlait 1 ou 2 fois par jour, vraiment au niveau direction générale de toutes les grandes banques françaises au moins, plus le Trésor, plus nous, toute petite banque. Et nous, on était là parce qu'on serait l'opérateur de la garantie, on était les seuls capables d'opérer de la garantie à grande échelle pour tout le monde, parce qu'on le fait déjà. Pas à la même échelle exactement, mais techniquement, on avait justement la technologie, les tuyaux, les connexions avec toutes les banques. Donc il y avait consensus pour qu'on soit le garant, et en même temps consensus pour dire qu'il fallait que la garantie soit différente. Donc il y avait eu toute une partie qui était de reconcevoir une garantie qui, dans tous ses paramètres financiers, était un petit peu différente, en groupe de travail avec les banques, et très vite, 1 ou 2 jours après, a émergé un sujet tout bête qui était que tout ça c'est formidable, mais il y a des limites qui en plus sont réglementaires européennes au montant de prêt garanti par l'État que quelqu'un peut obtenir. Et comment on fait pour contrôler ça et pas avoir des gens, parce qu'il y a quand même des effets d'aubaine potentiels colossaux qui se baladent et qui fassent de la chasse au PGE à travers toutes les banques. Et là, on a eu avec Mathieu, je ne sais plus si c'était un soir ou un matin, peu importe, l'idée de dire on va faire une plateforme avec notre plateforme tech à nous, qui sera ouverte à toutes les banques d'un côté, à toutes les entreprises de l'autre, et sur lequel on donnera un token aux clients qui sera vérifié par la banque et qui fera en sorte que d'abord on verra arriver les dossiers très tôt, on pourra valider leur bonne éligibilité, qui était quand même un sujet parce qu'il fallait sécuriser instantanément tous les réseaux bancaires, donc il y a à peu près 40 000 chargés d'affaires potentiellement pouvaient distribuer des PGE. Il fallait qu'ils maîtrisent tous ce qui étaient les critères qui étaient malgré tout définis par Bruxelles le plus simplement possible, mais quand même définis par Bruxelles, donc pas immédiatement triviaux non plus, quoi. Je vois. Et donc cette plateforme, tout le monde s'est dit oui, c'est une bonne idée. Ça, c'était sur le papier. Ça, c'était sur le papier. Tout ça n'existait pas. Entre 10h et minuit, quoi. Exactement. Et avec des visios qui, à l'époque, ne marchaient pas encore parfaitement bien. Et là, on a eu, je crois, 1 semaine pour faire, faire la plateforme. Du 19 au 25. Mais c'était bien parce que c'était un moment où dans la vie, il y avait 2 catégories de gens, ceux qui travaillaient 20 heures par jour et ceux qui s'emmerdaient à se demander ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Nous, on n'a pas eu, globalement chez BPI France et en particulier au digital, on n'a pas eu ce problème. On savait de quel côté on était et du coup, le confinement est passé très vite d'ailleurs. C'était plutôt une période un peu d'euphorie, quoi. C'était intensif, mais très chouette. Bon, la feuille de mission était claire. Et là, Mathieu, comment on déroule au niveau opérationnel ? Comment on lance un RFP propre pour répondre aux exigences aussi qui incombent à un établissement comme la BPI ? Et puis, comment vous y êtes pris concrètement Écoute, déjà, on aime bien les challenges. Donc, avec Arnaud, on aime bien ça, quand même, régulièrement. C'est quand même la marque de fabrique depuis 5 ans. Celui-là, il était super balèze, mais du coup, très, très excitant. Et donc, alors, tu parles de RFP. Comme on est en situation d'extrême urgence, c'est comme à la guerre.
hein, c'est qu'à un moment donné, l'essentiel, c'est le résultat. Et donc, il faut aligner tout le monde et se mettre en mode commando. Donc, on s'est mis en mode commando. Hein. Donc, une toute petite équipe, très, très resserrée. Donc, ça, c'était extrêmement important avec, on va dire, et ça commençait par Arnaud et Nicolas, hein, qui étaient capables d'aller faire prendre des décisions à l'ensemble des banques. Moi-même, Sébastien Monchamp, mon directeur technique, que tu connais. Et puis, les équipes, à l'époque, Sipios et Paddock. Rodolphe, Woody, Aurore. Il se trouve que nous... Est-ce que vous les connaissiez? Parce que Sipios, ils n'appartiennent pas à BPI. Absolument. Donc ce sont des prestataires, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Absolument. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on a fait le 360 des prestataires avec qui on travaillait. Et finalement, il se trouve que nous, on avait fait des grands RFP sur la banque en ligne BPI France quelques mois avant. On les avait choisis. Et on avait démarré donc à travailler avec eux. On était plutôt très contents et on était très alignés sur la vision tech et la vision digitale. Et donc, on s'est dit, c'est avec eux qu'on va le faire. Ouais. Donc, on a pris cette décision très vite. On avait déjà les contrats avec eux, donc on n'avait pas besoin de refaire des RFP. On avait fait des énormes travaux côté infra, côté DSI, pour effectivement commencer à sécuriser les socles cloud et mettre en place donc une infra sur AWS et avec tous les contrats qui allaient bien. Donc on a pris le meilleur aussi de ce qu'on avait commencé à poser côté infra. Donc la meilleure équipe tech de delivery et la meilleure équipe produit du DG à moi finalement. Ouais. Et on a, si tu veux, à partir de là, on a bossé 20 sur 24, ouais. 20 sur 24, avec, je dirais, une capacité de décision permanente. Hein. Donc c'est l'agilité, l'ultra-agilité, c'est-à-dire que de toute façon, c'est la guerre. Donc on avait eu la confirmation le jeudi 19 au soir. Ouais. Il fallait qu'on ouvre le mercredi 25 au matin à 8h. En sachant qu'il fallait que ce soit sécurisé et qu'il y ait 3 accès, BPI, banque et les entreprises. Absolument, puisque la beauté du modèle, donc c'est que finalement, alors c'est un token. Alors je tiens à préciser que c'est pas justement BPI France est capable de délivrer un certificat qui serait l'équivalent d'une technologie blockchain, ouais. Sauf que c'est nous qui sommes effectivement, c'est un token qui est délivré par la gouvernance BPI France. Donc ça c'est important, mais effectivement sur ces plateformes 4 mains, 6 mains, puisqu'il y a BPI France, les banquiers et les entrepreneurs. Et alors, comment vous avez... Donc, on a compris le développement, mais après, il y a quand même, tu disais tout à l'heure, des risques de fraude, etc. Donc, il y a quand même des tests de pénétration à faire, de charge, parce que ça allait être massif. Comment vous avez pu faire Je suis désolée, je te fais rentrer dans le détail, mais moi, ça me fascine quand même. Eh ben, écoute, on a tiré massivement sur les infrastructures. Donc, on s'est mis en mode. On a fait des requêtes en certificat. Je sais plus à quelle intensité, mais je crois que c'était 1000 requêtes minutes pour se mettre dans une. On ne savait pas à quoi s'attendre en termes de prod. Hein, donc, on a déjà tapé là-dessus. Sur la partie sécurité, on a eu, je dirais, la chance d'utiliser les socles sécurité d'Amazon, et on a tout de suite mis dans la boucle ANSSI. L'Agence nationale de sécurité informatique, qui a audité donc dans un temps record, qui s'est rendu disponible pour nous aider à auditer nos systèmes. Bien sûr, et les rendre étanches. Donc c'est les deux, ça a été vraiment les deux critères entre le meilleur de l'infrapass d'Amazon en termes de sécurisation, et puis au-dessus de ça encore. Une couche de tir par le meilleur, entre guillemets, des experts cyber français, quoi. Top. Plus le tir à balles réelles dans la foulée, quand même. On a quand même bien fait vous aviez bien fait, en l'occurrence, de faire tout ça avant, parce que ça n'a pas raté, quoi. Alors, Arnaud, je me tourne vers toi, parce que tu disais que tu étais responsable du risque. Dans une banque, le responsable de risque, il a quand même un rôle très important. Il y a dans l'outil, enfin la solution que vous avez développée, il y a quand même, moi je vois plein de risques qui apparaissent. Comment toi,
finalement, tu te sentais, je dirais presque à titre personnel, à l'aise avec ce déploiement, et comment tu déverrouilles toutes les, je dirais, pas les blocages, mais que toutes les warnings que tu as l'habitude d'allumer dans ce type de déploiement-là, pour permettre la mise en œuvre immédiate. Je ne sais pas si c'est très clair, ma question. Si, c'est clair. C'est clair, en fait, moi, les principaux risques dans une banque, ils sont quand même bilanciels. Là, on n'avait pas d'enjeu bilanciel. C'est-à-dire qu'on était juste une plateforme d'intermédiation entre beaucoup d'acteurs. Donc, il y a des risques de pénétration, de fuite d'informations, etc. Ouais. Il n'y a pas le risque avec un grand R de planter le bilan. Bon, donc déjà, ça détend. Et ensuite, sur les autres risques, moi, j'étais un petit peu dans les boucles au quotidien, puis je connaissais les équipes. Enfin, ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'on a travaillé entre gens qui se connaissaient quand même déjà bien, avec de la confiance, qui avaient éprouvé, qui avaient confiance en eux et entre eux surtout, c'est assez rassurant. Après, effectivement, formellement, on a fait sauter toutes les herses habituelles, pour être clair, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que après, c'est dur de revenir. La guerre, c'est dur d'en remettre. Effectivement, un des trucs qu'on a eu à gérer en tant que banque collectivement ensuite, c'est le retour après 2-3 mois de vraiment de mode commando, le retour aux processus normaux. C'est vrai que ça a été douloureux, c'est pas le bon mot, mais bon, voilà. Inconfortable. Il y a un petit sentiment de perte d'enfance, quoi. Je vois. Au moment où ça revient, et on a fait aussi, on a aussi rétrospectivement revérifié un certain nombre de choses, passé le pic de la vague. Top. Alors, je vais te poser une question maintenant, Arnaud, parce que je sais que tu es au board de United. J'ai eu la chance de recevoir Charles Egli pour nous en parler. Mathieu disait tout à l'heure qu'il y avait une collaboration avec certaines startups ou scale-up. Dans le cas de United, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que vous avez mis en place avec eux en partenariat et même aussi avec October, des solutions, donc d'autres types de solutions, nous en parler et nous voir dans quel contexte ça s'est mis en place? Oui, Mathieu en parlera très bien aussi. United, on avait commencé à travailler avec eux, on avait investi chez eux déjà historiquement, donc on les connaissait bien en tant que VC. On avait commencé à travailler avec eux côté Mathieu avant la crise pour développer des premiers essais de prêt TPE. Le sujet central pour nous étant que le réseau, ça marche très bien pour adresser les PME, les ETI. On n'est pas à l'échelle, nous, pour adresser les TPE. Et donc, on avait quand même toujours un petit peu cette frustration de se dire, les TPE, on va dire les entreprises de moins de 10 ou 20 salariés, c'est compliqué pour elles d'accéder à la BPI autrement que via des dispositifs intermédiés par les banques. Et potentiellement, c'est quand même un petit problème. Donc, on voulait avoir un prêt TPE en ligne qui permette d'apporter un peu la spécificité de ce qu'on fait aux TPE. Et on avait commencé à travailler à ça. Donc, on avait des premiers modèles, des premiers essais, et on avait choisi United pour être notre plateforme, paradoxalement middle et back, même plutôt back, parce que sur cette partie-là, on avait fait l'analyse que chez nous, avec l'héritage dont on parlait tout à l'heure, ça aurait été compliqué. Et on avait fait, donc on a regardé le marché, et paradoxalement aussi, on est arrivé à la conclusion que les mieux placés pour nous aider, c'était United, qui en fait ne faisait pas de crédit aux entreprises, mais qui nous paraissait avoir la meilleure technologie, la meilleure capacité de développement de partenariat pour ce faire. Donc on avait la chance d'être déjà bien installé en relation avec eux quand la crise est arrivée, et en parallèle du PGE, un tout petit peu après quand même, donc plutôt, mais c'est allé très vite, donc à l'échelle d'aujourd'hui ce serait en parallèle, mais plutôt fin mars que le 15 mars, on s'est dit qu'au PGE il fallait qu'on rajoute, en l'occurrence avec les régions qui nous le demandaient, un prêt direct TPE un petit peu massif, qu'on a appelé le canon à cash cette fois-ci. C'était très martial. C'était très martial à l'époque. Donc on avait le pont aérien de cash avec le PGE et le canon à cash avec les prêts TPE. D'accord. Et donc il fallait qu'on fasse. C'est très parlant quand tu vois. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que le but c'était vraiment de dire vous vous connectez à la plateforme, ça va vite. Il y a des critères de risque mais ils sont très simples et très ouverts parce qu'on est backé par les régions et vous avez un prêt en ligne quasiment dans les journées. Donc on a fait ça avec nos amis de United qui se sont hyper mobilisés aussi là, à cette époque-là pour nous aider. Donc les équipes digitales ont enchaîné la plateforme PGE et le canon à cash avec United. Donc ça c'est ce qu'on fait avec eux depuis. Et depuis on a développé, on lance d'ailleurs la semaine prochaine le premier prêt national pour les TPE, prêt pour la transformation numérique des TPE. Okay. Donc c'est au travers de cette solution ? Au travers de cette solution, qu'on a évidemment améliorée depuis, mais avec les mêmes fondamentaux. Donc ça fonctionne bien, on fait plein de choses avec eux, on élabore cette gamme-là. En gros, on est en train de créer un BPI des TPE, quoi. D'accord. BPI digital des TPE.
dans toutes ses dimensions, à commencer par le prêt. Et avec October, c'est un petit peu différent. Avec October, là, on est plus dans des modules spécialisés. Ils ont une offre, tu as dû parler avec Olivier aussi, j'imagine. Je suis l'actualité d'October, bien sûr. Qu'ils ont fait évoluer pour qu'elle soit progressivement plutôt une offre de service aux banques qu'une offre de... Alors, ils ont les deux, évidemment, mais ils ont beaucoup travaillé leur offre de service aux banques. On a beaucoup regardé et travaillé avec eux. Et on a considéré qu'ils pouvaient nous aider à monter en charge, en particulier justement sur l'évaluation des risques associés au fait de faire des prêts TPE en ligne. Parce que là, pour le coup, en tant que patron des risques, faire des prêts en ligne, c'est vraiment nouveau. Et c'est vraiment profond comme changement de méthode. Donc, aussi bien... C'est top. C'est super. C'est efficace. Donc en termes d'évaluation du risque, en termes de LCBFT, en termes d'AML, en termes de tout ce qu'on veut, AML et LCBFT, c'est pareil, c'est pas ça que je cherchais. Bref, en termes de KYC, en termes d'AML, en termes de simplement de risque de crédit, il y avait beaucoup de choses à inventer et October est un énorme accélérateur pour nous d'expérience. Et l'idée, c'est, l'un ou l'autre, est-ce que l'idée, c'est de poursuivre ces partenariats avec ces super scale-up fintech ou est-ce que vous souhaiteriez internaliser ce genre de solution et déployer des équipes au sein de la BPI qui soient à même de rapidement sortir des produits comme ça? Écoute, l'idée à un moment donné, c'est que on rattrape un peu ils nous servent d'accélération. Ouais. Nous, on leur sert d'accélérateur de business, d'ailleurs pour de notoriété et qui leur permet de développer leur offre et d'aller la pousser vers d'autres clients. Et puis à un moment, nous, il faut qu'on devienne un peu adulte aussi. Donc l'idée, c'est qu'à un moment aussi, on arrive à avoir nos socles. C'est extrêmement important, justement, par rapport à notre activité directe digital TPE. C'est très, très important qu'on arrive à une grande maturité. Et idem sur les chaînes. Un jour, il faut qu'on soit en capacité, de pouvoir... si on arrive à être aussi efficace, plus efficace que le modèle actuel, nous, l'objectif final, c'est finalement de servir les entrepreneurs français qui consomment ces crédits, voilà. C'est ça, on fait tout ça pour ça. On fait tout ça pour créer de la valeur, qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait des belles boîtes innovantes en France, etc. Donc c'est ça. On s'associe, on fait un bout de chemin ensemble magnifique, et puis un jour on a grandi, et puis eux aussi ils ont pu accélérer. Top. Alors on va voir. Moi, j'aime bien l'émulation, c'est-à-dire qu'il y a dans le fait qu'on va chercher des solutions en externe sur des briques qui parfois sont stratégiques ou naturelles pour nous. Il y a une forme d'émulation, c'est-à-dire que les équipes internes voient ce que le marché peut faire, ce que des gens complètement focalisés, alignés peuvent faire. Et ça crée beaucoup de motivation interne. Ils voient aussi les failles, donc ça crée aussi pas mal de satisfaction, parce que personne n'est parfait, et donc ils voient qu'il y a des angles qui peuvent être bons également, y compris sur des choses où c'était pas évident au départ. Et à l'inverse, on a parlé d'October et d'United, il y en a plein d'autres. On a des gens qui restent ultra focus, qui courent très vite, et j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils continueront à nous apporter des choses. Chacun évoluera et s'adaptera à son marché, mais j'ai vraiment pas de... C'est un peu consubstantiel aussi chez nous de travailler en partenariat, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'ils continueront à nous apporter des choses, quoi. Top. On n'a plus beaucoup de temps. En fait, on a complètement dépassé mon temps. C'est grave. Je m'étais dit 30 minutes, ça va pas du tout. Mais je voulais quand même qu'on finisse sur deux sujets qui m'interpellaient l'un et l'autre, si vous voulez réagir. Le premier, tu en as parlé rapidement des tokens, l'émission de tokens par la BPI. Vous avez une activité de token as a service. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que c'est ? Oui, écoute, l'idée, c'est grâce à la technologie de proposer au marché en fait des certificats qui permettent de réguler un petit peu des flux où il y a plusieurs parties prenantes, notamment nous, entre les banques, les entrepreneurs et nous, pour garantir l'unicité des demandes. Donc c'est le cas sur le PGE pour être sûr que du coup effectivement il n'y a pas un effet d'aubaine et que l'entrepreneur aille pas faire travailler plusieurs banques en même temps et réclamer la même somme à plusieurs guichets. Là on est en train de travailler par exemple sur les prêts étudiants, pareil pour normaliser ce flux. Donc c'est extrêmement intéressant pour qu'il y ait un certificat unique et un prêt étudiant unique. On a la même chose sur les prêts participatifs relance.
pareil, tu as un produit assez compliqué, donc il y a une grosse avant-vente côté banque, et donc à un moment donné, s'il n'y a pas un tiers qui est capable de garantir, si tu veux, que la ressource est disponible, l'unicité de la demande côté entreprise, etc., ça peut être terrible pour les banques, quoi. Ça peut être un effort. Donc finalement, elles ont une grosse appétence pour ce token BPI France qui régule la place. Et le dernier produit, c'est les obligations relance, cette fois-ci avec les sociétés de gestion, qui est un peu la même idée, c'est que comme on régule entre les sociétés de gestion, mais plus fort que ça, c'est que finalement tous les dispositifs sont liés aussi par le contrôle des seuils. Donc à un moment donné, dans les textes, tu as le PGE plus ton obligation relance plus ton PPR qui ne doit pas dépasser 25, voire il y a des cas particuliers effectivement du CA. Mais donc tous sont liés et le seul qui capte au niveau du marché l'intégralité de cette donnée, c'est nous. Ouais. Et du coup, c'est une façon de réguler proprement le marché et de protéger les banques, de protéger les sociétés de gestion et de leur garantir la garantie d'État au final. Ouais. Donc ce modèle-là est très intéressant et on pense qu'il peut avoir sur d'autres dispositifs liés à des besoins de l'État ou du marché, je pense à un grand avenir. Top. Un dernier point que je voulais creuser, mais rapidement, c'est Hypercube. Hypercube, c'est pour Mathieu. Hypercube. Écoute, Hypercube. Je trouve le nom génial. Alors, écoute, le nom est génial, la tech est géniale. Non. Ça fait très futuriste. Voilà, c'est typiquement, si tu veux, la concrétisation, ce que je citais tout à l'heure sur le 7e axe, c'est-à-dire notre investissement sur nos socles technologiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de boîtes en France, c'est le cas des grands acteurs, GAFAM, etc., que d'avoir un framework de développement sur lequel ils composent. Et donc, on a, chez BPI France, construit un socle de développement sur lequel on va développer l'intégralité de notre plateforme digitale. D'accord. Donc ça, c'est Hypercube. Et Hypercube, c'est un socle... Alors, si on utilise les langages, c'est un socle qui a été bâti sur les technologies Angular et Spring Boot. Okay. Aujourd'hui, c'est un socle qui délivre 17 microservices. D'accord. Et qui nous permet d'aller plus vite dans le delivery d'une nouvelle plateforme. D'accord. Qui nous permet de mutualiser effectivement un certain nombre d'appels et de compétences, de composants clés à l'intérieur des plateformes parce que tu as besoin d'une souscription, parce que tu as besoin d'un appel à un score crédit, parce que tu as besoin d'un KYC, et que finalement, voilà, coder tout ça en dur à travers un composant unique, c'est ça notre objectif. Donc on investit, on a fait... Ça a été lancé quand ça ? Écoute, donc c'est post-plateforme, c'est-à-dire après PGE, après Rebond, donc le premier canon à cash, on s'est dit, on a vu que le truc allait grossir et mutualiser. On avait la banque en ligne à côté sur des technos qui étaient plus vieilles et moins efficaces en digital. Et on s'est dit, on va investir sur un framework parce que derrière, on va servir tous ces use cases digitaux. Okay. Et donc, c'était fin 2020. Top. Sky is the limit. Ouais, je pense qu'on a... Et encore. Écoute, on a des belles ambitions et pour rassurer tes auditeurs, on travaille évidemment sur tous les sujets sexy du métaverse, des cryptos. Alors, je reviens dans un an, alors. Oui, toujours bienvenue. On a parlé transfo lourde, là. Non, mais c'était hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je pars toujours sur... je clôture chaque épisode, mes auditeurs le savent, par une recommandation d'un ouvrage ou d'un podcast. Écoute, un ouvrage, moi je dirais la biographie de Léonard de Vinci par Serge Bramly. Okay. Y compris d'ailleurs pour le lien avec le digital, parce que ça montre, on voit vraiment en profondeur ce qu'était la Renaissance et la capacité à travailler de manière complètement intégrée des gens, ultra pluridisciplinaires. C'est assez fascinant de rentrer dedans. Voilà. Et puis sinon, pour ceux qui n'ont pas encore lu la BD de Jean Covici, pour se mettre en transition. D'accord. Mathieu ? Écoute, moi aussi, c'est deux biographies qui me portent toujours, celle de Steve Jobs. Ouais. Cette vision produit, cette exécution, cette obsession de la qualité, du design,
et justement du produit qui doit être utilisable, qui doit être simple, etc. Enfin, c'est merveilleux, même si c'est très dur. De Walter Isaacson, je crois que. Et ensuite, tu as la biographie de Elon Musk, qui est dingue aussi, qui est totalement dingue. Et du coup, et ce que tu vois, c'est qu'en fait. C'est une autobiographie ? Non. C'est une biographie, c'est été écrite par un journaliste du New York Times. Okay. Excuse-moi, j'ai plus le nom du journaliste, mais c'est juste que, justement, Sky, il n'y a pas de limite. Et Sky n'est pas la limite, puisqu'il va au-delà. Et donc, quand tu t'attaques comme ça, comme il l'a fait à 5 industries, il s'est attaqué à 5 industries depuis qu'il est entrepreneur, de la banque à la musique, à l'aéronautique, à l'automobile. Et à chaque fois, c'est totalement dingue. C'est-à-dire que à chaque fois, il réussit. À chaque fois, il réussit. À chaque fois, il y a une exigence d'entrepreneur et d'ingénieur. Qui est dingue. Et du coup, c'est vrai que c'est super inspirant quand tu vois que. Après, il n'y arrive pas tout seul, quand même. Alors, tout de même. Mais il n'y arrive pas tout seul, exactement. Mais à un moment donné, tu vois, d'ailleurs, dans ses aventures, il manque de se faire lâcher par tout le monde, y compris par ses investisseurs, etc. Et il rebondit. Et donc, moi, je vois dans la transfo, beaucoup plus modestement, à nos échelles, etc., c'est que tu as plein de moments où tu te dis, c'est foutu, quoi. Enfin, il y a plein de gens qui se disent, c'est foutu. Il y a plein de gens qui ont une capacité à se dire, j'arrête mon énergie, parce que politiquement je me mets à risque, parce que ça marchera pas, parce que j'ai pas, voilà. Et je trouve que c'est incroyablement inspirant en termes d'énergie, et que tout est possible. C'est vachement dans est-ce que tu continues à y croire, quoi. Super. Écoutez, merci à tous les deux. Merci pour votre temps. Merci Solène. Merci Solène. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!